Bonjour, Bonne année! Bonne année, meilleurs vœux à toi. Eh bien, écoutez, à vous aussi et longue vie à votre émission et à toute la chaîne et à tous les amis de GPTV. Je suis ravi de vous retrouver. Alors, comme vous voyez, moi, je suis bien emmitouflé. Il fait un Bien. froid de canard et je suis comme une grande quantité des Français. Aujourd'hui, je suis enrhumé. Ben oui, il y a beaucoup de malades en ce moment, bizarrement. Et voilà, mais je suis ravi de vous revoir et surtout pour parler de cette loi si importante qui arrive, cette loi que nous allons qualifier évidemment de terminale, puisque c'est l'objet même de son de ce qu'elle va imposer. Voilà, la mort. Frigide Barjot, la fondatrice de l'Avenir pour tous. Oui, j'ai rajouté l'avenir de la vie pour tous, si vous voyez sur mon petit. Oui, je vois ça. Tu as rajouté. Voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'ai pas changé le nom de l'association. Si vous cherchez sur Internet, c'est Avenir pour tous. Mais véritablement, ce qui est en jeu, c'est l'existence de la vie. Donc, c'est son avenir. Donc, je me suis permis de le rajouter à titre comme ça momentané dans le nom pour l'émission là. Voilà. Formidable. Très bien. Voilà les amis. Parfait. Allez, je vous laisse et je laisse Patrice procéder à tu restes avec nous, Nicolas. Ah ben non, il n'est pas là. Il est parti. Il est déjà parti. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, c'est nickel, le micro est bien. Je suis très content de pouvoir vraiment t'accueillir dans cette rubrique parce que... Mais moi, je suis ravi de savoir que tu as une rubrique sur GPTV. Il y a plein de choses nouvelles. Oui. Oh, ça fait un petit peu plus de 2 mois maintenant. Ah bon, d'accord. Oui. Et commencer l'année avec toi, vraiment, je te remercie encore. J'ai beaucoup d'amitié pour toi, pour tout ce que tu fais. Et donc c'est un sujet. Eu la gentillesse de m'inviter. Oui. C'est un sujet qui, j'espère, va quand même attirer l'attention de tout le monde parce que c'est un sujet grave. Avant de parler tout de suite de ce qui va arriver dans les jours qui viennent, puisque en fin de compte, c'est le 20 janvier au Sénat. Ça revient le 20 janvier. Oui. Est-ce qu'on pourrait replanter un petit peu le décor de ces 2 projets de texte, donc qui vont être débattus au Sénat le 20 janvier, mais le recadrer dans... Alors, je sais que tu as fait un super document qui revient sur 60 années de loi de mortifère, mais en quelques mots, est-ce qu'on pourrait revenir sur et resituer en définitive ce projet de loi de fin de vie sur l'ensemble des textes qui jalonnent notre disparition, on va le dire comme ça. Voilà, exactement. Le grand but depuis les années... Alors, donc c'est notre analyse à l'avenir pour tous. Hein. Je fais remonter la législation qui attaque la vie depuis son commencement, la vie humaine évidemment. Alors, on va être très clair. Là, on va rester, nous, on n'est pas antispécistes, on défend l'espèce humaine, mais les individus, les personnes, la dignité des personnes dans l'espèce humaine. On est bien d'accord. Et on peut considérer qu'en France, il y a une sorte de rationalité d'atteinte à cette vie humaine qui suit l'ordre biologique, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et c'est ce qui donne cette force et cette, ce caractère définitif du remplacement de la vie biologique depuis son commencement jusqu'à sa fin. Et nous sommes à ce temps d'arriver à une législation qui attaque la mort, enfin, qui va promouvoir la mort, alors qu'en fait, ça se passe depuis 60. Bah oui, puisque oui, c'est ça. Là, on va parler plus spécifiquement, mais on va le remettre dans ce cadre de 60 ans, ce qui correspond à peu près à notre génération, cher Patrice. Enfin, je sais pas, moi, je suis né en 62. Or, il s'avère, voilà. Et oui, mais or, il s'avère, donc, pour que les gens comprennent bien, qu'à partir du moment où des découvertes médicales, mais en fait technologiques, chimiques ou technologiques, ont un impact sur la vie biologique, la première étant la découverte de la pilule qui va bloquer l'ovulation, la contraception. À partir de ce moment-là, la vie elle-même est atteinte. On est bien d'accord? Sauf que les
pouvoirs publics ne vont pas du tout vous l'expliquer comme ça. L'Église, simplement, va essayer de défendre, mais les pouvoirs publics vont dire c'est la libération de la femme, c'est l'égalité de l'homme et de la femme, et tout ça va correspondre évidemment avec le développement technologique, industriel et capitaliste. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Hein. Après, est-ce qu'on pourrait parler de marchandisation du corps déjà avec, oui, de la vie biologique, donc de l'être humain. Ce qui m'intéresse, c'est pas la vie en tant que telle. Ce qui nous intéresse, on n'est pas des admirateurs de la vie sans les personnes. C'est évidemment l'intégrité de la personne humaine et de notre propre espèce. Hein. À partir du moment où, à partir de 1962, la pilule arrive en France, elle vient des États-Unis, mais elle a été fortement, la recherche s'est faite fortement aussi avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Elle arrive en Europe, et comme par hasard, c'est le général de Gaulle, avec la loi Neuwirth, et je suis obligé de le dire, les loges francs-maçonnes, qui vont faire aboutir à la loi Neuwirth en 1967. Et qu'est-ce que ça va provoquer, les amis, en 68? À partir du moment où les femmes peuvent contrôler la fécondité, enfin les femmes, on leur dit que c'est les femmes, mais en fait c'est l'État qui contrôle la fécondité à travers la pilule et qui va la réduire. Eh bien, à ce moment-là, arrive la révolution de mai 68. Comprenez les conséquences immédiates qu'il y a sur l'organisation de la société. Et j'ajoute à cela d'ailleurs avec l'actualité et même la référence à mon pseudo, que c'est en France qu'il va y avoir une incarnation absolue de cette libération sexuelle à travers celle que nous allons accompagner demain, et moi-même je vais à Saint-Tropez demain, pour vous dire que tout n'est pas ni blanc ni noir, hein. Mais évidemment, Brigitte Bardot, il n'y a qu'en France qu'il va y avoir une femme qui va incarner intégralement, tout d'un coup, l'explosion de la féminité et de ces femmes qui vont prendre une place nouvelle dans la société. La seule différence, c'est qu'on ne pensait pas qu'après, ça irait si loin. Or, après la pilule, qu'est-ce qu'il va y avoir en 75 ? Évidemment, la loi d'IVG. La première était sous De Gaulle, la deuxième va être sous Valéry Giscard d'Estaing. Hein, ça, j'aimerais bien aussi que tous nos auditeurs et spectateurs se rendent bien compte de cela, c'est que c'est pas spécialement la gauche qui fait avancer les lois dites sociétales, mais en fait qui sont de destruction vitale, hein, qui vont certes aider dans la société avec l'avancée de l'industrialisation et du marché, à donner des places aux femmes dans le monde du travail, mais qui vont aussi les enlever de la vie familiale. Et c'est là où ça va être de plus en plus compliqué pour pouvoir transmettre aux enfants, hein, les mêmes valeurs familiales que nous avions avant. Donc nous avançons ainsi et nous allons arriver, alors ensuite après 74, il y aura l'arrivée de François Mitterrand en 1981, avec, et là, c'est là où, dans la promotion de la mort, on va être dans un paradoxe. Quelle est la première mesure que François Mitterrand va faire voter par un monsieur qui va d'ailleurs être panthéonisé par monsieur Macron récemment? C'est la suppression, soi-disant, de la peine de mort. Mais qu'est-ce qu'on oublie de vous dire? C'est que c'est la peine de mort pour les criminels de sang. Donc, alors, entendez bien mon raisonnement. Évidemment, je vais encore me faire totalement assassiner là-dessus, c'est le cas de le dire. Mais à partir du moment où on laisse en vie un criminel qui lui-même va avoir enlevé la vie à un innocent, vous imaginez bien que c'est effectivement non seulement ça supprime la souveraineté de l'État qui n'a plus l'autorité de la vie et de la mort sur le reste de la population, mais aussi ça va donner une suprématie à celui qui a répandu la mort. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends mon raisonnement? Bon. Oui, alors, dans l'absolu, voilà, dans l'absolu, tant que, évidemment, on n'a pas pu s'avancer sur la législation de la mort, parce que
l'avortement, l'IVG, mes amis, ça n'est rien d'autre que l'euthanasie de l'embryon. Là, on arrive à l'euthanasie, enfin l'euthanasie qu'on va faire passer même sous le suicide euthanasique, la loi qui arrive là. Mais elle a commencé en 75 avec la légalisation de l'avortement, avec l'euthanasie de l'embryon. Mais une fois que cette loi d'avortement va être constitutionnalisée, c'est-à-dire va remonter dans l'ordre hiérarchique, dans la hiérarchie des normes, vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là, on a inscrit le droit à la mort dès la conception dans la Constitution. D'où ma réflexion d'aujourd'hui sur la peine de mort quand on a panthéonisé, d'abord on a fait rentrer dans la Constitution la suppression de la peine de mort dans l'ordre de la collectivité, la sanction pénale de la peine de mort, et on y a rajouté l'IVG. Vous vous rendez compte qu'il y a deux promotions de la mort qui sont constitutionnalisées et que, en contrepartie, on n'a pas constitutionnalisé le droit à la vie qui, pourtant, dans la loi de Simone Veil de 75, dans la loi d'IVG de 75, était le premier article. Tout être humain a un droit inconditionnel à vivre de son commencement jusqu'à sa fin naturelle. C'est quasiment rédigé comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un... Enfin, ce qui est, je trouve intéressant, c'est que depuis ces dernières années, on habille ça, et j'imagine que c'est fait exprès pour que ça passe plus facilement auprès de la population. Voilà. Et on passe ça sous la forme d'une loi dite bioéthique. Et ce côté bioéthique, c'est... Déjà, est-ce que Patrice, tu pourrais nous expliquer ce que veut dire bioéthique? Parce que ça, moi, j'attends bien. C'est toujours pareil. C'est là que j'avais posé la question, c'est que le côté éthique donne quelque chose de positif. On a l'impression que l'éthique, c'est quand même quelque chose de positif. C'est une valeur morale, on va dire, plutôt positive. Or là, elle est appliquée à un mécanisme qui est plutôt mortifère. Donc voilà, je voulais avoir ton raisonnement là-dessus. Oui, tout à fait, exactement. Là encore, il y a un changement de sens du mot bioéthique. Bioéthique, ça veut dire l'éthique de la vie. Bio, c'est la vie. Et éthique, c'est le maintien, c'est la préservation. Qu'est-ce qui est éthique? C'est effectivement ce qui s'applique au maintien de la vie. Mais en l'occurrence, on donne l'adjectif de bioéthique à des lois qui vont supprimer la vie. Qui la supprime? C'est quand même très pervers. C'est totalement pervers et c'est l'inversion des sens des mots, exactement comme, là je fais une petite parenthèse, mais je reviendrai dans ma chronologie ensuite sur les lois mortifères, c'est exactement comme le mot dignité. Depuis toujours, l'Église, les défenseurs de l'être humain, de la vie humaine, parlent de la dignité de la personne, de son commencement à sa fin naturelle. D'accord? Eh bien, c'est exactement le terme qui a été repris à partir des lois, notamment de l'arrivée de François Hollande, parce que là, on était à Mitterrand avec la suppression de la peine de mort, ce qui a été considéré comme très éthique et très bioéthique d'une certaine façon. Sauf qu'on n'a pas compris. D'une modernité folle. Oui, mais on sait juste s'aborder l'autorité de l'État et la souveraineté. On est en train de réclamer de la souveraineté, mais il n'y a plus de souveraineté puisque l'État lui-même n'a plus autorité sur le criminel. Vous comprenez? Et le grand pouvoir, qui est le pouvoir ultime, qui est celui de la vie et de la mort, que seul le roi ou l'autorité absolue de l'État était en capacité de donner pour maintenir l'ordre transcendant de la vie et de l'organisation de la société, a sauté. Et c'est même pas moi qui le dis, ça, c'est cette réflexion philosophique, de philosophie politique. C'est Jacques Attali qui le redit lui-même. Pourquoi l'État n'a plus de souveraineté? Parce que déjà, il a plus le droit de vie et de mort. Alors, s'il a le droit de vie et de mort, mais sur les personnes qui n'ont pas commis de délit ou de sanction, si vous voulez. Et c'est bien ça tout le problème. C'est par la législation mortifère qui se met en place petit à petit, et dont un autre tournant sera 2012, très important, avec l'arrivée de François Hollande, qui avait deux
dans son programme, il y avait la proposition de la loi déjà d'aide à mourir dans la dignité. Voilà, on remet le mot dignité. Et puis, évidemment, le mariage homosexuel, enfin le mariage et l'adoption pour tous. Ce qui veut dire indépendamment des sexes. C'est-à-dire indépendamment de la procréation biologique, mes enfants. C'est pas une histoire de condamner ou pas les homosexuels. On m'a fait un faux procès depuis 10 ans. Oui, tout à fait. C'était de changer. Alors, je suis désolé, j'ai une espèce de truc qui me rentre dans le nez là. De changer la procréation biologique, justement. Bioéthique. C'est pas bioéthique de dire que 2 hommes, par rapport à l'enfant, que 2 hommes font un enfant parce que c'est faux. C'est le marché qui va faire qui va fabriquer l'embryon. Et c'est contre toutes les conséquences que ça suppose, et notamment, par exemple, la disparition sur l'état civil de la notion de père et de mère. Des sexes. Des sexes. Voilà, des sexes. Il n'y a plus, est-ce que vous imaginez bien que c'est pour ça qu'on en arrive à la transgenrisation, Voilà. au troisième, ce qu'on appelle le troisième sexe, qui est un abus de langage, qui est en fait le remplacement des sexes par la notion absolument absurde des genres. Et je t'entendais tout à l'heure te féliciter d'une mesure, j'ai pas bien tout suivi, une victoire de Donald Trump. On peut lui reprocher plein de choses, même si moi j'appuie et je le dis là, je trouve que ce qu'il a fait récemment, pas tout, mais là récemment au Venezuela, je pense que c'était, enfin voilà, qu'il a fait quelque chose qui libère quand même, en tout cas dans un premier temps, le peuple vénézuélien, et en ce sens, j'en suis très contente. Mais il a fait surtout quelque chose de très important au mois de janvier de l'année dernière, il y a pile un an, c'est qu'il a rétabli dans l'ordre juridique américain les sexes. Il n'y a que deux genres qui sont les sexes. Est-ce qu'on se rend compte de l'importance que c'est, alors que nous n'avons plus de référence biologique des sexes dans notre législation? Oui, tout à fait. J'attire l'attention de vos auditeurs là-dessus. C'est extrêmement important. Il n'y a que 2 sexes. Hein. Après, que les gens vivent ce qu'ils veulent socialement selon leur genre, mais ça ne doit pas rentrer en ligne de compte et ça ne doit pas être effectivement dans les états civils. Il faut absolument, mes amis, militer aujourd'hui, et je vous invite à le faire à l'avenir pour tous, pour rétablir dans les actes de naissance les parents biologiques. C'est-à-dire qu'en fait, nous luttons contre l'anonymat des semences, des gamètes mâles et femelles. C'est un scandale. Ce qui permet, et ce qui a permis ensuite, après l'adoption, malgré une mobilisation absolument historique et hors norme dans les autres pays, en 2012-2013, au moment de ce mariage, nous militions pour une union homosexuelle séparée, comme l'homme est séparé de la femme. Vous comprenez? Eh bien, c'était une loi anti-wokiste que nous demandions. Hein. Eh bien, aujourd'hui, à partir de 2018, on est arrivé à cette loi de fécondation in vitro avec des semences anonymes dont on ne saura même plus si ce sont des ovules ou des spermatozoïdes, hein, qui s'appelle la loi de PMA pour toutes. Et cette loi de PMA pour toutes, chers amis, elle permet de fabriquer des embryons transgéniques. Transgéniques, voilà. Donc, alors après, vous vous étonnez de la transgénisation, alors que la loi autorise les médecins à fabriquer des embryons modifiés génétiquement. C'est voté ça, mes amis. Nous avions eu les états généraux de la bioéthique en 2018. Eh bien, malheureusement, les Français n'étaient pas totalement conscientisés de la gravité de ce qui est en train de se passer et n'ont pas assez participé, malheureusement, à une espèce de référendum sur un site. Tout comme aujourd'hui, de toute façon, par rapport à ce projet de loi sur la fin de vie. Parce exactement. Que je veux bien comprendre qu'il y ait une convention citoyenne, mais enfin, d'abord, elle a été triée sur le volet. Et puis. Elle est entièrement manipulée, la convention citoyenne de 2023, là. Je ne sais plus exactement quand c'était. Et nous, les opposants, ne pouvaient pas aller y parler. On ne nous a pas donné la parole. Hein. Donc, il faut. Voilà. Bon, donc là, je suis en 2018, fécondation in vitro, et ça va beaucoup plus loin. D'embryons. Ce qu'on appelle chimérique, c'est-à-dire de mélange de cellules humaines et de cellules animales. C'est extrêmement grave.
Hein. On est en train de fabriquer des chimères, des hybridations homme-animal, sans aucune étude d'impact sur ce que ça peut donner, notamment sur le cerveau des animaux ou des humains, de la même façon. Mais le but étant, comme vous le savez, de toute façon, de diminuer en permanence la capacité cognitive des êtres humains, parce que à côté, il y a évidemment l'intelligence artificielle et les robots qui doivent être de plus en plus performants, et nous devons être de plus en plus débilitants. De toute façon, Voilà. on voit bien depuis la période Covid que les études d'impact, clairement, ils s'assoient dessus. Enfin, c'est pas vraiment le sujet pour eux. Voilà. Alors, donc, on en arrive ensuite, effectivement, je pense que c'est un non-dit absolu, mais la politique qu'il y a eu sur le Covid et sur les injections, évidemment, est une sorte de préparation à la loi euthanasique, puisque vous savez qu'il y a eu une énorme mortalité, alors qu'on a fait porter sur le Covid, mais que nous voyons aujourd'hui suite aux injections des vaccins ARN messagers. Et enfin, nous en arrivons donc à cette loi qui est une sorte de serpent de mer qui était au départ l'aide à mourir dans la dignité, c'était les soins palliatifs, qui datent de 1999. Et il faut savoir que grâce effectivement à la politique de bioéthique en France, avant qu'on passe dans la phase de la mort, il y avait toute une protection des patients, des souffrants, des gens malades, et toute une législation de 99 à aujourd'hui qui dit aux médecins qu'ils doivent absolument supprimer la souffrance. Hein, en France, la loi de 2005, il y a une loi de 99, de 2005, de 2000, les lois Claes-Leonetti de 2016 avec la sédation profonde et continue, suppriment la souffrance avant la mort, ou dans les grandes maladies extrêmement incurables, on sédatait. Mais là, le pas est franchi, puisque cette loi qui va arriver, qui arrive au Sénat, va permettre d'inoculer une injection létale qui va provoquer la mort. Il y a deux textes qui vont être... Là, on passe directement dans la promotion du droit à la mort, qui est l'inverse du droit à la vie, qui lui-même n'est absolument plus répertorié nulle part, sauf dans l'article 16 du Code civil. Okay. Donc là, on parle, là, ce qui va être débattu très prochainement, on va revenir vraiment sur l'actualité, je voudrais que tu entends. Oui, on va finir parce que je vois qu'il reste que 3 minutes. Il y a deux textes, il y a un texte sur les soins palliatifs, un texte. Oui, alors ça, il est voté par tout le monde, le Sénat est d'accord, les soins palliatifs, c'est magnifique, c'est un budget énorme parce qu'il y a un tiers de départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est absolument formidable. Et d'ailleurs, plus vous avez de soins palliatifs, moins vous avez de demandes d'euthanasie des personnes. Alors, oui, mais pourquoi j'en parle? C'est parce qu'au départ, le texte, il n'y avait qu'un seul texte. Et ils avaient mélangé les deux. Certainement pour mieux faire passer la pilule sur l'aide active à mourir. Bien sûr, en disant, comme c'est le même texte, mais que vous voulez des soins palliatifs, clac. Voilà. Heureusement, Monsieur François Bayrou, on a eu 2 premiers ministres qui ont été de ce point de vue des freins à la volonté de Monsieur Macron de tout exploser, dont l'être humain. C'est François Bayrou qui a séparé les 2 textes, et même Sébastien Lecornu aujourd'hui n'est pas un fervent défenseur de cette euthanasie. Il faut bien le savoir. Hein. Nous avons plutôt, et c'est ça que je voudrais vous dire dans le peu de temps qui me reste, c'est qu'il y a plein de signes d'espoir. Premièrement, le Sénat fait de la résistance. Ils auraient dû inscrire il y a bien longtemps la discussion, et finalement, elle arrive que le 20 janvier. À plusieurs reprises, Gérard Larcher a dit qu'il voulait pas. Qu'il n'était pas pour, que il allait pas entraver le débat, etc. Mais bon, voilà. Mais on sait que Larcher n'est pas un partisan. Par ailleurs, les 2 rapporteurs, Alain Milon, qui est LR, et Christine Bonfanti-Dossat, ne sont pas partisans de la loi. Autre indice très intéressant, c'est que même à l'Assemblée nationale, le dernier vote, le vote du texte en première lecture, le score est très serré. Il n'y a que 33 voix d'écart entre les pour et les contre. Hein?
y compris chez les Horizons, chez les Modems. Il y a que l'extrême gauche qui vote à fond. Hein, c'est Mélenchon, il veut faire crever tout le monde. Lui, bon, voilà, ils remettent Nicolas au Venezuela. Bon, alors ça c'est important. Mais aussi, pour la première fois, on a eu un sondage Fondapol qui dit que les Français sont pour les soins palliatifs et ont enfin compris que c'était l'alternative à l'euthanasie. Donc, ils ne sont pas pour l'euthanasie en réalité quand on présente bien les choses. Ça, c'est la première fois. Je vous invite à aller à taper sur Internet Fondapol loi de fin de vie. Vous allez voir, on est majoritaire. Il suffit de se mettre à travailler pour le dire aux gens. Et donc, j'en arrive à la dernière. Il y a aussi une tribune qui est sortie hier soir dans le Figaro avec des gens qui expliquent, et signé par 53 personnalités, dont Emmanuel Hirsch, qui est bioéthicien, avec qui on avait travaillé au moment des États généraux de la bioéthique, etc. On sent une mobilisation, mes amis. Hein. Et c'est la première fois. Finalement, il n'y a que Macron qui veut cette loi et la gauche franc-maçonne et compagnie. Mais vous en avez marre. Au niveau du RN, j'ai eu le sentiment quand même que c'était pas si tranché que ça. Ils ont pas tous voté à l'unanimité. Ah bon, allez, on va dire. Écoutez, ils sont plus d'une centaine au RN. Il y en a, je dirais, une petite poignée. C'est vrai qu'on les attendait pas là-dessus, mais bon. Ils ont une petite. Vous savez qu'au RN depuis toujours, il y a une frange laïque, voilà, républicaine. Bon, voilà. Mais Marine Le Pen, par exemple, a voté. Autant j'étais pas très contente de son vote pour constitutionnaliser l'avortement. Autant là, elle a voté parfaitement correctement. Je pense qu'il y a un consensus pour que cette loi ne passe pas. Et l'argument le plus important que je vous donnerai, c'est que tout le monde veut qu'on en finisse avec Emmanuel Macron. Ben, écoutez, il est le seul porteur de ce projet de loi. Et il a dit lui-même que si ça s'enlisait au Sénat, imaginez un vote contre au Sénat, et on a une majorité assez large, hein, par rapport notamment à 2013 où il y avait 2 voix d'écart sur le mariage homosexuel, là, on en a plus. On peut arriver à bloquer la loi au Sénat et c'est M. Macron que vous allez bloquer. Vous comprenez ? Est-ce qu'il y a des éléments de mobilisation qui sont prévus prochainement, notamment avec ton association de l'Avenir pour tous ? Nous, l'association, elle s'associe à ce qui est prévu et qui est récurrent tous les ans depuis très longtemps, qui s'appelle la Marche pour la vie. Ça sera le 18 janvier, dimanche 18 janvier. Je vous invite tous à venir. Mettez toutes vos réticences dans vos poches et si il neige, c'est pas grave, vous viendrez au Trocadéro à 14h le dimanche 18 janvier 2026. Et là, nous devons être extrêmement nombreux et dire notre détermination parce que cette loi est un marqueur, comme l'a dit monsieur Macron lui-même dans ses vœux le 31 décembre dernier. Voilà. Et voilà, et je terminerai en rendant hommage à Brigitte Bardot, qui a été quand même très innovante sur beaucoup de choses, mais là, elle a été impeccable. Elle s'est éteinte dans les bras de son mari, et elle a jamais demandé un droit que la nature ne pouvait pas lui donner. Hein, voilà. Donc, demain, je serai à Saint-Tropez et je vous représenterai tous là-bas. Voilà. Merci à toi. Donc nous y serons, c'est noté, hein, c'est 18 janvier, Marche pour la vie, Trocadéro, 14h. 14h. Soyez vraiment le plus nombreux possible. Nous devons faire une démonstration de force. Non, les Français ne veulent pas se suicider euthanasiquement. Voilà. Non. Merci à vous tous et bonne journée. Merci Frigide. Et bisous Nicolas. Salut Frigide, bisous. Ah, oui. Ciao. Voilà, nous avons maintenant